salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Donc aujourd'hui, alors aujourd'hui, comme d'habitude, je commence toujours avec alors aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Ed Wood, ma conjointe avait demandé une vidéo sur Ed Wood, donc voilà, c'est le moment. Ed Wood, qui est un personnage qui est quand même si tu ne le connais pas, qui est un personnage très excentrique. Un personnage, quand je dis un personnage, c'est un monsieur qui a réellement existé naturellement, mais c'est un monsieur très excentrique, un monsieur qui avait une sorte, je dirais, peut-être pas de naïveté, mais il prenait toujours du positif dans du négatif. Tout lui réussissait, y compris quand il était en situation d'échec. Donc, quand il y avait une situation d'échec, il l'expliquait toujours d'une manière X ou Y pour que ce soit une sorte de réussite. C'est comme ça qu'il fonctionnait. C'est quand même assez spécial. Je vais te donner une citation de lui pour commencer. Il me semblait que la citation la plus connue, en fait, il me semblait que c'était pas mal pour commencer cette vidéo-là. Si vous voulez me connaître, regardez Glenn or Glenda. Ça, c'est un de ses premiers films en 1953. On va revenir là-dessus, puisque c'est sa filmographie. C'est moi, donc regardez Glenn or Glenda, c'est moi, c'est mon histoire. Mes Plan 9 from Outer Space en 1959, c'est ma fierté et ma joie. Voilà, tout se résume là-dessus par rapport à Ed Wood. Tu vas plus le comprendre peut-être dans tout ce que je vais détailler par rapport à sa vie. Au niveau des dates, il est né en 1924 et il est mort en 1978. C'est juste pour le savoir, mais c'est quand même intéressant aussi, d'une crise cardiaque, à savoir qu'il est mort dans son lit, avec une bouteille d'alcool. Il était en train de boire de l'alcool et il est mort parce que c'était un alcoolique, un énorme alcoolique. À la fin de sa vie, là, c'était complètement fou. Il a eu pas mal de surnoms avant de peut-être commencer une mini bio là-dessus. Je trouvais ça intéressant. Alors, les surnoms d'Ed Wood, attention, tiens-toi prêt, c'est Eddie, The World's Worst Director, ça malheureusement ça va avec, Woody, Dr. T.K. Peters, Daniel Davis, Hank Barnum, Edward Davis, T.V. Edwards, Flea LaRouche, Pete LaRouche, Agdov Telmig, Don Miller, Edward D. Wood Jr., Dick Trent, Richard Trent, Ed Wood Jr., Ed Wood, Ed Woods. Tout ça, tout ça, c'est ses surnoms. C'est tout plein de surnoms ou de noms qu'il utilisait dans différents films qu'il a pu faire, qui n'étaient pas nécessairement des films mainstream, mais ça, tu vas le comprendre en regardant la suite de la vidéo. Ed Wood, évidemment, sa filmographie. Alors, c'est quelqu'un qui a fait de très très mauvais films, on ne se le cachera pas. Il a été même critiqué par certains comme faire des plus mauvais films qui ont jamais existé. Et il fait partie de ces gens-là qui, après, une fois même qu'il est mort, par après, quand même pas mal de temps après, c'est-à-dire une émergence dans les années 80 et 90, d'un fanatisme de certaines personnes parce qu'ils faisaient des films tellement mauvais qu'ils en devenaient excessivement bons. Donc on est réellement dans ce critère-là. Mais d'un point de vue purement technique, il est certain que rien n'est respecté par Ed Wood et c'est quelqu'un quand même qui a fait des films de manière, comment dire, très bâclée. C'est très mauvais, c'est très mal fait. Et même, je veux reprendre ce que certains disaient et ils ont raison, même s'il y avait eu et il y a eu, hein, mais même s'il y avait eu de très bons comédiens, et il a quand même eu de bons comédiens comme Bela Lugosi par exemple, qui certes était en fin de carrière et était quelqu'un qui était un addict avétéré à la drogue et qui avait besoin de n'importe quel argent parce qu'il n'en avait plus d'argent finalement dans son compte en banque à cause de la drogue. Mais même si ça avait été d'autres acteurs, de très très bons acteurs, ça aurait quand même été des mauvais films parce que Ed Wood était juste mauvais à tous les niveaux, aussi bien au niveau de la scénarisation, de la réalisation, etc. etc. Rien n'était pris. Bah, lui, il pensait que c'était sérieux, mais ça ne fonctionnait pas comme ça doit fonctionner quand on fait un film de manière sérieuse. Et lui ne le voyait pas de cette manière-là, donc c'est certain qu'il n'avait pas une formation, je pense, nécessaire pour faire des films d'une qualité qui aurait puisse plu à pas mal de monde. Mais il y a quand même un fanatisme qui a été donné par après, du fait que ces films sont tellement mauvais qu'ils en deviennent bons. Alors, petite bio très courte quand même, assez rapidement, pour voir un petit peu la naissance du personnage Ed Wood, parce que c'est carrément un personnage ce monsieur-là. Donc il faut que tu saches que sa mère avait commencé déjà à le travestir dès l'âge de 4 ans. Donc il y a eu, parce que dans Ed Wood,
ce monsieur-là, le travestissement, c'est quelque chose de ultra important pour lui. Il s'est toujours habillé en femme jusqu'à la fin de ses jours, tout en proclamant d'ailleurs qu'il était hétéro. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit gay ou pas. Il n'a jamais été gay. Mais il aimait se travestir et a priori, ça prend naissance dans cette idée que sa mère avait de le travestir depuis l'âge de 4 ans et qui est restée en lui. En 1943, il s'enrôle dans l'armée et il proclame d'ailleurs qu'en étant soldat, sous son uniforme, il portait des dessous féminins. Il l'a dit partout, je le dis dans la vidéo parce que c'est quelque chose d'important et de majeur pour lui dans sa vie, a priori. Ça a été un soldat exemplaire, même plus qu'exemplaire, je te dirais. Donc évidemment, c'était la guerre entre les États-Unis et le Japon. Hein. On parle du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un gars qui a été au devant. Je pense qu'il avait vraiment aucune... Il rationalisait pas, d'après moi, l'importance de la vie et la mort. Là, il voyait pas, lui, qu'il pouvait mourir un jour, d'après moi. Là. Donc, il a eu plein de médailles. Il a gagné la Silver Star. Il a gagné la Bronze Star, 2 Purple Heart, il a gagné la Sharpshooter's Medal. Médaille. Donc, une ribambelle de médailles, là, c'est complètement hallucinant là, pour un seul soldat. À un moment donné, il s'est même vanté, hein, il a dit qu'il avait tué un japonais en corps à corps. Et que c'est pour ça parce qu'il avait un appareil orthopédique dans la bouche, il a perdu toutes ses dents de devant. Le japonais lui a pété toutes les dents. Mais il a fini par le tuer et a priori il en parlait un peu partout. Donc c'est ça, c'est ce personnage-là. C'est un petit peu spécial. Une fois la guerre terminée, à la fin des années 40, ce monsieur-là a décidé de s'installer à Hollywood et de devenir un réalisateur de films. Comme ça. Sans aucune formation, sans aucune connaissance du milieu cinématographique, sans aucune relation à Hollywood. Il a décidé qu'il allait faire des films et que ça allait être ça sa vie. Donc il s'est installé à Hollywood dans cette optique-là. Donc on va commencer à partir de là sa filmographie. Donc Ed Wood est à Hollywood à la fin des années 40. Mais évidemment, ça fonctionne pas. Tu peux pas arriver, que ce soit dans les années 40 ou même maintenant, à Hollywood et dire je vais être réalisateur. Ça fonctionne pas comme ça. Il faut connaître des gens quand même et il faut avoir peut-être quand même une petite idée de comment fonctionne une caméra. Donc bref, ça marche pas, il galère, il a des petits jobs à Hollywood, ça fonctionne pas vraiment. Mais en 1952, donc on parle d'à peu près une dizaine d'années, peut-être pas une dizaine d'années, un petit peu moins que ça, 5-6 ans plus tard, quand même il galère à peu près 5-6 ans, il a l'opportunité de mettre en scène un film basé sur la vie de Christine Jorgensen, qui est une soldat qui avait... battu pendant qui avait participé à la Seconde Guerre mondiale et qui avait changé de sexe et qui avait été connu à l'époque pour ça. C'était un homme qui était devenu une femme et à l'époque ça avait fait la une des manchettes et donc il y avait un film qui devait être basé sur lui, sur cette personne-là, qui devient le film Glenn or Glenda, le premier film d'Ed Wood en 1953. Alors pourquoi est-ce qu'il a pu réaliser ce film-là? C'est parce que Hollywood voulait absolument faire ce film basé sur la biographie de Christine Jorgensen, mais ne trouvait pas de réalisateur. Et quand ils ont vu que Ed Wood, parce que c'était connu, c'était pas caché, c'était un gars qui aimait se travestir, ils se sont dit, c'est quelqu'un qui est très proche du sujet. Donc on va lui donner à lui la réalisation. De toute façon, il traîne dans les studios, un petit peu partout, il fait des petits jobs, donc on va lui donner à lui la réalisation du film. Le gars avait absolument aucune expérience là-dedans, même si à l'époque il commençait à savoir comment fonctionnait une caméra, parce que c'est ça, il était sur les plateaux, il avait quand même jamais, là d'un seul coup on le met réalisateur, scénariste, concepteur du truc quoi. C'est un peu spécial. Le film est divisé en 2 parties d'ailleurs. Tu as une partie avec un psychanalyste sur la seconde partie qui est plus d'ailleurs basée sur la vie de Christine Jorgensen. Et je te dirais la première partie pas mal plus basée sur l'envie de se travestir d'Ed Wood et sa personnalité. Donc ce film est basé là-dessus. Le film évidemment, c'est un film qui a eu un budget, je pense c'était $20,000. Recette 10 158$. C'est un flop gigantesque. Les gens connaissent pas Ed Wood donc ils vont quand même voir le film. Et là... c'est juste horrible, il y a des gens qui quittent la salle, il y en a qui rient, c'est n'importe quoi. Les décors de ce film-là sont risibles. Bela Lugosi, dans le film, joue un savant fou au dialogue quasi incompréhensible et à la présence non expliquée par le scénario. Donc on ne sait absolument pas ni qui est ce personnage-là, qu'est-ce qu'il fait, ou encore moins qu'est-ce qu'il dit. Ça, c'est des fois même que le dialogue est carrément incompréhensible, c'est-à-dire qu'on ne comprend même pas ce qu'il dit, on ne comprend même pas les mots. Le film est tourné en 4 jours. Le film très rapidement a été listé parmi les 10
plus mauvais film, pardon, j'arrive plus à parler, jamais fait au monde à l'époque. Ed Wood, il se fait pas trop chier non plus avec le copyright. Hein. Il va utiliser beaucoup d'images, soit d'autres films qu'il va détourner carrément, ou des images d'archives, ou même des images contemporaines d'actualité. Il incorpore ça dans son film, puis il se fait pas trop chier avec quoi. Il essaye de trouver un petit peu une continuité narrative là-dedans. Donc des fois, tu vas avoir même des acteurs, ça je vais en parler dans d'autres films, des acteurs qui ont deux rôles différents dans deux films différents, mais qui jouent le même personnage dans son film et qui sont pas habillés de la même manière. Donc il va l'expliquer. Voilà, le gars, à un moment donné, il y a un film où le gars est habillé en soldat et d'un seul coup, il est en tuxedo. Si tu vois ce que je veux dire là, comment on appelle ça? En tout cas, je me souviens plus, smoking. Bref, il explique ah, bah, il était allé à l'opéra. Il était allé à l'opéra, du coup il était bien habillé. C'est un peu n'importe quoi. Donc c'est son premier film, quand même, à noter, qui a commencé la carrière cinématographique d'Ed Wood dans le genre très mauvais film. Alors très rapidement après, c'est sûr que bon, il a fait son premier film. Donc Hollywood dit ok, le premier film était quand même très mauvais, c'est un flop, on a perdu de l'argent avec ça, c'est très mal fait, il n'y a aucun talent, mais on va quand même lui donner une chance. Donc ils lui permettent de réaliser le pilote d'une série télévisée qui s'appelle Crossroad Avenger en 1953. Mais finalement, c'est tellement mal fait que, encore une fois, que les producteurs regardent l'épisode pilote puis décident de ne pas faire la série. Ils disent non, non, ok, ça a strictement, c'est juste mauvais, on fera pas ça. Dans Crossroad Avenger, tu vas voir un acteur, l'acteur principal, qui s'appelle Tom Keen. Donc c'est une sorte de western où en fait t'as un gars qui devait aller, si je me souviens bien, il devait aller voir des gens puis récupérer de l'argent pour le bénéfice d'une banque ou quelque chose de ce genre-là, une sorte de prêteur sur gage qui allait récupérer l'argent pour une tierce personne. Grosso modo, je me souviens plus exactement, mais c'est quelque chose de ce genre-là. Et donc chaque aventure, il allait voir d'autres personnes dans d'autres villes, et etc., etc. Le film n'ayant jamais vu le jour, ils ont décidé, les studios, pour essayer de faire du bénéfice, de l'associer à un autre film qui s'appelle The Adventure of the Tucson Kid, et du coup, ça devient un seul et même film qui s'appelle Crossroad Avenger, The Adventures of the Tucson Kid. Dans les deux films, on a Tom Keen, et dans les deux films, Tom Keen joue le rôle d'un cow-boy dans un western. Donc, ça leur permettait de vraiment mettre les films ensemble et, par la magie du montage, d'essayer de créer une continuité narrative qui se tient par rapport à ce film-là, qui aussi, de ce fait, devient très très mauvais. Parce que c'est quand même deux films qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc ça fait deux choses mélangées, même si c'est bien monté, ça fait quand même très très bizarre. Il faut savoir aussi, dernière petite anecdote, que sur le tournage de l'épisode pilote, il y a un acteur qui avait énormément de mal à utiliser son arme à feu car il souffrait d'arthrite. Donc il ne pouvait pas tirer avec son pistolet. Paraît-il que ça se voit dans le film. C'est quand même aussi, encore une fois, un petit peu bâclé. Deuxième film qu'il fait par après, encore une fois, on lui laisse le bénéfice du doute, c'était un épisode pilote, donc il va faire un autre film, on lui donne un peu de financement. À cette époque-là, il n'y avait pas encore trop de mal à trouver du financement parce que c'est venu par après, ça, les problèmes de financement. Donc, film d'après, Jailbait, en 1954, d'un budget de 22 000 $, qui est un flop retentissant encore une fois. Jailbait, alors le logline un petit peu rapidement. Du coup, c'est le personnage principal s'appelle Vic Brady. Il attire le jeune Don Gregor, c'est un autre personnage dans une vie criminelle. Et là-dessus, il fait alors du chantage auprès du père de Don Gregor, qui, comme par la magie du cinéma, est un chirurgien plastique, afin qu'il puisse lui refaire le visage, étant donné que Vic Brady essaye de fuir les flics, la police, puisqu'il est dans la criminalité. Voilà le logline de ce film-là. Donc on voit tout de suite que c'était un scénario qui... c'est un petit peu tiré par les cheveux tout ça et surtout un petit peu compliqué pour le spectateur d'essayer de comprendre où est-ce que tout ça s'en va, mêlé à des tirades soi-disant philosophiques dont on ne comprend pas trop pourquoi non plus les acteurs disent certaines choses comme ça avec autant de profondeur, tellement de profondeur qu'on ne comprend pas la profondeur. Donc, encore une fois, un flop monumental, comme je le disais, et là par contre, commencent ces gros problèmes à trouver du financement pour ces films. Là, ça fonctionne plus du tout.
Les gens veulent plus lui donner du financement et des studios d'Hollywood veulent juste plus faire ses films du tout, quoi. Donc il peut plus non plus les monter à partir de là. Bride of the Monster en 1955, le film d'après, qui fait avec son propre argent parce qu'il n'a absolument plus de financement, avec Bela Lugosi, Thor Johnson. Donc Thor Johnson qui était à l'époque un catcheur de l'époque et qui a réussi, qui tournait un petit peu dans des films, je te dirais déjà, et que Ed Wood a réussi à avoir pour ses films. Le budget, 70 000 $, c'est quand même un gros budget pour Ed Wood. Le logline, un savant fou essaye de créer des super-hommes atomiques. C'est toujours un peu, hein. C'est ça. De la science-fiction un peu spécifique. C'est le seul film, quand même, c'est à noter, dans toute la carrière d'Ed Wood qui n'a pas été un échec financier. Il n'a pas fait d'argent avec, mais il a remboursé tout l'argent qu'il a pu mettre dedans. Le film a été tourné en 4 jours, dû au fait que Ed Wood n'avait plus d'argent après 4 jours. Donc ça a été un petit peu bâclé, comme je dirais, c'est toujours bâclé, mais ça l'a été un peu plus vers la fin encore, parce qu'il manquait de financement, il manquait d'argent. Ça l'a un petit peu remonté, parce que quelque part il s'est dit bon bah les gens ont été le voir. Les gens ont été le voir parce qu'ils ont trouvé ça drôle en fait, même pour l'époque. Donc ça n'a pas été vu comme lui il voulait que ce soit vu par les gens peut-être, hein, peut-être plus sérieux. Donc après il s'en va dans du court métrage parce qu'il n'y a plus réellement d'argent. Donc il fait The Night of the Banshee Cried en 1957, c'est un court métrage de 22 minutes. Une femme ressuscite dans un marais pour remplacer la reine des Banshees. Banshee. Donc voilà, quelque chose de science-fiction. The Final Curtain en 1957, encore une fois, un court-métrage encore une fois de 20 minutes. Donc après la dernière, c'est les loglines, je vais rapidement, après la dernière représentation d'une pièce de théâtre d'horreur, le vampire de la pièce de théâtre décide de déambuler dans le théâtre afin d'essayer de tuer le plus de monde possible, j'imagine. C'est l'épisode pilote d'une série qu'il propose à Hollywood et qui ne voit jamais le jour. Parce qu'il trouve ça trop mauvais, encore une fois. Bon, donc voilà, c'est ça, ça continue un petit peu carrière d'Ed Wood dans le même ligne directrice. Et on arrive avec le plus grand film de toute la carrière d'Ed Wood, y compris selon lui, puisque je l'ai cité en début de vidéo, Plan 9 from Outer Space en 1959. Alors, il y a tout dans ce film-là. Il y a tout dans ce film-là. Donc, ce film-là, déjà le logline, très rapidement, des aliens démoniaques viennent sur Terre pour mettre en action leur plan 9, le plan 9. Et c'est quoi le plan 9? C'est ressusciter les morts pour tuer tous les vivants. Et il était écrit dessus, je ne sais plus si c'était sur le poster ou quoi, ou si c'était lui qui l'avait dit, la Terre est en danger. Donc c'était ça le Plan 9 from Outer Space. Dedans, on retrouve naturellement toujours les mêmes acteurs, Thor Johnson. On retrouve, alors Bela Lugosi est dedans, mais ce sont des images d'archives qui avaient été faites, des images d'archives, des images qui avaient été tournées en fait par Ed Wood pendant le tournage de Bride of the Monster, étant donné que Bela Lugosi était malheureusement décédé quand le film est sorti, quand le film a été tourné. Et on voit évidemment la grande Maïla Nurmi, la fabuleuse, je te dirais, Vampira, c'était elle. Donc Vampira qui avait eu son show en 1954 et en 1955 à la télé. Pour moi, Vampira, c'est juste une icône, je te dirais, après du cinéma qui a été reprise par Elvira, par d'autres, qu'on a pu voir par après. Mais c'est ça, Vampira, c'est Vampira, il n'y a que Vampira. Donc Vampira, Maïla Nurmi, qui incarnait Vampira dès le début de sa carrière, hein, je te dirais, a été repris par Ed Wood dans différents de ses films. Et pour moi, c'est quelqu'un de juste fabuleux. J'aime beaucoup Vampira, comment elle est faite et comment l'actrice pouvait personnaliser ce caractère-là. C'était vraiment exceptionnel. Le budget du film, c'est 60 000 $. Alors, le film a été célèbre grâce au critique Michael Medved qui a affirmé que c'était le pire film de tous les temps. Et à cause de ça, comme c'est quand même un critique très très connu qui a dit ça dans les journaux, ça est devenu un instant classique, comme on dit. Les gens se sont rués pour aller le voir parce que c'était drôle, tellement c'était mauvais, quoi. C'était juste drôle parce que c'était mauvais. Le film a été tourné en 1956, mais il n'a vu le jour que 3 ans après parce que Ed Wood ne trouvait pas de distributeur. Donc quand même. Le film est bourré d'incohérences et d'erreurs et de maladresse, aussi bien scénaristique qu'au point de vue de la réalisation, de la photographie.
tout ce qu'il ne faut pas faire pour faire un film. En gros, dans le film, tu vois des soucoupes volantes, on voit les câbles qui soutiennent les soucoupes volantes, carrément. On les voit, c'est même pas caché. Il y a des courses-poursuites de voitures, et pendant les courses-poursuites de ces voitures-là, tu vas te rendre compte que les modèles de voitures changent, voire même la couleur des voitures change, ce ne sont pas les mêmes. Les acteurs, durant le film, se sont amusés à utiliser des armes sans aucune précaution par rapport à la sécurité qu'on doit employer quand on utilise ces armes-là. Voire même, il y a un acteur qui pointait son arme directement vers lui pour voir si le réalisateur s'en apercevait, tellement il trouvait ça risible le tournage. Et Ed Wood s'en est jamais aperçu, donc il a monté le film comme ça. Le film a été tourné sur la propriété de Thor Johnson, c'est quand même à noter. À l'intérieur du film, tu vas avoir des scènes dites militaires, et en fait, ces scènes-là, donc d'armée, etc., ce sont des images, des véritables images d'archives. C'est réellement des scènes militaires qui ont réellement existé. Ça n'a pas été filmé pour le film. Des uniformes de police et une voiture de police sont présentes sur le film. Alors ça a été prêté par Carl Johnson, qui est le fils de Thor Johnson, et qui est un policier du San Fernando Police Department. Donc ça, c'est ça. Voilà où est-ce qu'on en est avec Plan 9 from Outer Space, qui est le film le plus marquant de toute la carrière de Ed Wood, et que tout le monde, je te dirais, connaît. Quand on pense Ed Wood, on pense à ce film-là. C'est un film important aussi pour Tim Burton, mais ça, je vais en reparler par après. Donc, Plan 9 from Outer Space, je t'invite à aller le voir. Première partie est peut-être drôle, la deuxième partie, ça devient un petit peu moins drôle parce que tu es habitué, mais c'est certain que c'est ça. C'est ça. J'ai rien à dire de plus. Et on arrive à son dernier film, The Sinister Urge. The Sinister Urge, il faut que je travaille mon accent anglais. En 1960. Donc pour revenir sur Plan 9 from Outer Space en 1959, juste avant, qui est sorti en 59 mais qui a été tourné en 56, il faut te dire que déjà il ne trouvait pas de financement. Donc c'était avec des Baptistes qui avaient trouvé le financement pour ce film-là. Donc il est toujours avec ses amis Baptistes pour faire The Sinister Urge. Là-dessus d'ailleurs, il y a pas mal de membres de l'équipe qui acceptent de se faire baptiser juste pour pouvoir tourner le film. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui arrivent, quoi, entre autres. Hein. Il y a des gens de cette église-là qui tournent dans le film sans savoir trop ça va être quoi le film, et on leur montre pas vraiment, parce que c'est certain que c'est déguisé là-dedans. Ils disent que ça va être plus ou moins de la publicité. Ils disent, parce qu'il n'y a pas que Ed Wood, il y a d'autres personnes qui participent aussi à la conception du film. Ouais, ça va être de la publicité pour ton église, etc. Et en fait, c'est des films de science-fiction, ça n'a strictement rien à voir. Donc, il faut dire aussi, peut-être parenthèse, mais quand même, il y a des gens qui ont participé à plusieurs tournages des films de Ed Wood, et je pense notamment à quelqu'un qui était responsable du maquillage, qui a demandé expressément à Ed Wood de ne pas apparaître au générique quand il a vu dans quoi il s'aventurait, quoi. Que c'était juste n'importe quoi, que c'était vraiment mal fait. Il trouvait que c'était mauvais pour sa carrière. Ed Wood ne voulait pas, et finalement, le gars a quand même réussi à avoir gain de cause à la fin, donc c'est le nom de quelqu'un d'autre qui apparaît. Il préférait ne pas apparaître. Il a gagné pas beaucoup d'argent, il s'en foutait un peu, puis le gars il a fini ce tournage-là, il n'a plus jamais entendu parler d'Ed Wood, il voulait plus rien savoir. Donc il y a quand même eu ça aussi dans la vie d'Ed Wood, des gens qui ont croisé sa vie, qui n'étaient pas super heureux. Donc The Sinister Urge en 1960, le logline, un homme lié à la mafia tue des actrices porno. Bon, voilà, c'est ça. Le budget c'est 20 152 $, c'est un flop monumental. Il n'y a pas un seul film d'Ed Wood qui a marché à part Bride of the Monster. Donc, et encore, il s'est juste remboursé. C'est le dernier film de type classique, je te dirais, mainstream, de Ed Wood. Après ça, Ed Wood est parti dans autre chose. Ce film-là, tu peux voir des passages de ce film-là qui apparaissent dans la vidéo remix, dans le clip de Numb 1993, qui est sorti en 1993 de U2, et qui sont aussi, donc c'est un groupe de musique, rien à voir, hein, U2, tout le monde connaît, et que tu peux voir aussi en live. Ils continuent à diffuser ces images-là quand même en arrière. Le film, selon Ed Wood, est un film qui serait similaire à Psycho en 1960 d'Alfred Hitchcock. Ça serait le Psycho de Ed Wood, en gros. C'est ça son idée. Donc à partir de là, étant donné les difficultés à trouver du financement pour faire des films de type classique, Ed Wood arrête de faire des films de type classique et se tourne vers le soft porn. Donc et oui, Ed Wood s'en va. Tu regarderas sa filmographie sur IMDb, tu vas le voir, il en a fait un gros paquet. Beaucoup de films soft porn, et éventuellement d'ailleurs par après des films porno tout court, avec notamment Holmes, qui était quand même connu à l'époque dans les années 70.
Parallèlement à ça, il écrit des nouvelles érotiques et d'horreur, des sortes de pulp, ce qu'on appelle des pulp nouvelles, comme on dit. C'est ce genre de espèce de fanzine que tu peux écrire où tu n'as pas nécessairement besoin d'être un auteur hyper talentueux. Et il écrit des scénarios de série Z pour d'autres réalisateurs qui sont une suite de films encore plus mauvais les uns que les autres. En 1984 sort le film Night of the Ghouls. Donc longtemps après sa mort, parce qu'il est mort, comme je te l'ai dit, en 1978 à 54 ans d'une crise cardiaque due à un alcoolisme sévère, c'est-à-dire qu'il est mort en buvant, je l'ai dit je pense au début de la vidéo, en buvant dans son lit, quoi. Il est mort en absorbant de l'alcool, quoi. Bref, Night of the Ghouls avait jamais vu le jour. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un film qu'il a tourné qui est la suite de Plan 9 from Outer Space, avec Thor Johnson notamment, et il devait il avait donné, parce qu'il ne pouvait pas le monter lui-même, ces films-là, c'était impossible. Aucun des films qu'il a fait, il pouvait les monter. Donc il les donnait à un laboratoire de montage qui était chargé de les monter, mais il n'avait tellement pas d'argent, il était tellement pauvre qu'il n'a pas pu payer les frais pour obtenir le film une fois monté. Donc le laboratoire a dit non, mais nous, on détient le négatif, on ne monte pas ton film tant que tu ne nous payes pas. Et il n'a jamais payé. Donc finalement, dans les années 80, il y a un gars, je ne me souviens plus du nom, je ne pourrais pas te le dire, mais parce que tout ça c'est de mémoire, mais il y a un gars qui est venu qui lui avait décidé de ressortir Plan 9 from Outer Space devant en fait l'engouement des gens qui trouvaient que ce film était tellement mauvais qu'il devenait bon, donc il remplissait les salles avec ça, et il a appris que par la femme, l'ex-femme d'Ed Wood, que ce film-là existait. Il l'a recherché, il a retrouvé le laboratoire et il a payé les frais pour avoir le film une fois monté. Il a pris le film une fois monté et il a sorti du coup Night of the Ghouls, qui est la suite de Plan 9 from Outer Space, mais en 1984. Donc ce film-là a existé après la mort de Ed Wood. Donc c'est un faux, le logline, c'est un faux médium qui arrive à réveiller les morts. Il s'appelle le docteur Acula. Donc bon, c'est ça. Le scénario de ce film-là, d'ailleurs, avait été écrit en moins de 2 semaines, pour te donner une petite idée. Et c'est ça qui va clôturer un petit peu la carrière d'Ed Wood, qui est une carrière sans vraiment en être une. On le voit tout de suite par rapport à tout ce que j'ai pu dire. C'est un gars qui s'est lui-même dit qu'il était réalisateur, concepteur, scénariste dans le milieu du cinéma, qui avait aucune expérience, qui n'a jamais appris, même en étant, comme disait Tarantino, des fois, en étant sur un tournage ou en faisant des films encore et encore, même si c'est des courts-métrages qui ne donnent rien, tu finis par apprendre la technique. Ça a l'air que Ed Wood, lui, n'a jamais réellement rien appris. Il considérait que tout ce qu'il faisait était toujours bon, mais mal perçu par les autres. Donc, il n'évoluait jamais dans ce qu'il considérait être son art. C'est ça, Ed Wood. Maintenant, tu aimes pas, parce que des films tellement mauvais qui en deviennent bons, c'est à toi de voir. Je t'invite à aller voir sa filmographie si tu en as envie. Je terminerai très rapidement avec le Ed Wood de Tim Burton. Donc en 1994, Tim Burton a décidé de faire un film basé sur la biographie de Ed Wood avec Johnny Depp, Martin Landau qui reprenait le rôle, qui jouait Bela Lugosi à l'intérieur du film, Sarah Jessica Parker, Patricia Arquette, Bill Murray, Jeffrey Jones et Vincent D'Onofrio. Le budget du film était de 18 millions de dollars, le revenu international a été de 5 millions. C'est le film préféré de Tim Burton selon lui dans tous les films qu'il a pu faire, toute sa filmographie, c'est celui qu'il préfère. Mais c'est un flop monumental, ce qui correspond quelque part, la boucle est bouclée, à tout ce qu'a pu faire Ed Wood jusque-là. C'est un film qui a été tourné en noir et blanc, contrairement à l'avis des studios. Notamment à cause de Bela Lugosi, parce qu'il y avait un maquillage, ils ne savaient pas trop ça allait être quoi le rendu de Bela Lugosi en couleur, donc ils préféraient le tourner en noir et blanc. Bref, c'était une idée un petit peu comme ça que Tim Burton avait. À savoir aussi que sur le tournage, petite anecdote, Tim Burton s'est très mal entendu avec Vincent D'Onofrio, qui joue dans le film Orson Welles. Il s'en est tellement mal entendu avec Vincent D'Onofrio qu'il a décidé en post-production de le redoubler. Donc ce n'est pas la voix de Vincent D'Onofrio que tu entends dans la version originale du film. Ça c'est très très spécial. J'avais jamais entendu ça. C'est bébé là. Ouais, c'est vraiment spécial ça. C'est très 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 spécial. Donc je t'invite à aller voir le film. Là tu verras quand même. C'est un film qui est quand même la femme d'Ed Wood à l'époque. Elle a vu le film et elle avait dit que c'était quand même très proche de la vie d'Ed Wood, sauf la partie peut-être alcoolisme. Ça, elle avait dit que ça n'avait pas été mis
de l'avant par le film, on ne le voit pas dans la narration, et c'était quand même une partie très importante de la vie d'Ed Wood, hein. Là, son alcoolisme notoire, là, c'était quelque chose de très important, donc elle était un petit peu déçue par rapport à ça. Mais pour le reste, elle a dit que c'était exactement ça et que ça correspondait à la vie d'Ed Wood. Donc si tu ne veux pas lire ou aller regarder la plupart des films d'Ed Wood parce que ça t'intéresse pas, mais que tu es quand même intéressé à savoir comment, c'était qui ce monsieur-là, tu peux aller voir le film. Paraît-il que Johnny Depp aussi, j'ai vu le film, c'est un très bon film. Johnny Depp interprète très bien Ed Wood, donc ça te donnera une idée de comment était ce personnage-là et comment il était excentrique. Ceci étant dit, Johnny Depp est un peu excentrique lui-même, donc quelque part, ça fonctionne, je pense. Donc je finirai avec Tim Burton et Ed Wood. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette rétrospective de la carrière de Ed Wood, le réalisateur le plus mauvais de tous les temps selon certains du milieu. Ce sur quoi je suis peut-être pas d'accord. Il y a l'autre là qui a fait The Room, il n'est pas terrible non plus, lui. L'oiseau, comment il s'appelle? Tommy Wiseau. Je trouve qu'il n'est pas super non plus, mais bon, lui aussi, il fait partie de ces gens-là, qu'il fait des films tellement mauvais. The Room, c'est en 2003 tellement mauvais que ça en est devenu bon. Il y a eu, j'en avais parlé dans une vidéo précédente, hein, un film avec Seth Rogen et James Franco qui retraçait justement la carrière un peu de Tommy Wiseau, qui aussi est une sorte de Ed Wood quelque part. Peut-être, bon, on peut pas le comparer à Ed Wood. Ed Wood, c'était plus de la science-fiction qu'il voulait faire, puis c'était un gars ultra naïf et ultra positif dans tout ce qu'il voulait faire, qui voyait jamais de négatif, alors qu'il faudrait peut-être en voir, qui se remettait jamais en question. Mais Tommy Wiseau, c'était encore quelque chose de différent. Mais voilà, on est vraiment dans je fais des films tellement mauvais que les gens vont les voir parce que c'est super drôle. Ça clôture Ed Wood. Après, c'est comme d'habitude, si tu as des questions, des suggestions ou même des commentaires, dans les commentaires surtout, n'hésite pas, il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça, la chaîne, hein, finalement. Si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Et puis, on se retrouve à la prochaine. Ciao.